Bon, alors je fais cette petite vidéo parce que c'est plus simple pour moi maintenant de répondre à toutes les questions en global sur la Krone Victoria que j'ai ici présent derrière moi. Là je la fais en total impro. Je remercie mon pote Emilien qui va tourner la vidéo, et donc Miles Clipmaker. Déjà premièrement, l'histoire de la Krone, j'en voulais une depuis très longtemps, à peu près je pense depuis 2008, à la sortie du film Die Hard, donc Die Hard 4. Dedans on voit une scène avec une Krone, c'est tellement badass la scène que je me suis dit, cette voiture là, si on roule avec en France, c'est quand même incroyable. Les années ont passé et moi ce qu'il faut savoir c'est qu'à l'école j'étais pas un super bon élève et je passais mon temps à dessiner des Krones Victoria. Je dessinais des Krones Victoria à longueur de journée. Et je me suis dit à un moment donné, bon ça a l'air compliqué d'avoir une Krone Victoria en France, ça coûte excessivement cher. J'ai un petit peu abandonné l'idée et je me suis lancé à fond dans les Mercedes, comme on peut le voir sur mon compte Instagram. J'adore les Mercedes et j'ai eu quelques anciennes Mercedes. Et un jour, justement avec mon pote Emilien, on est allé sur un tournage d'une vidéo. Pendant ce rassemblement de voitures qu'on devait tourner, il y avait une Krone Victoria LAPD, celle de Vivien qui habite à Orléans. Et là je suis tombé sous le charme, c'est la première Krone Victoria que je voyais en France et je me suis dit bon il m'en faut une. J'ai discuté avec le propriétaire qui est Vivien, super cool, super top, et il a commencé à me donner des conseils, à me dire bon voilà tu peux acheter cette voiture ici, ça va te coûter tant, etc. Quelques semaines après j'ai décidé de vendre ma Mercedes, donc c'était un 300 CE 24 soupapes, on peut le voir aussi sur mon Instagram. Et c'est une voiture aujourd'hui qui cote à peu près dans les prix d'une Krone Victoria un peu moyenne. Donc j'ai commencé à me lancer dans les recherches. Donc d'abord j'ai commencé par eBay, puisqu'en Allemagne ou en Angleterre, ils ont la possibilité d'avoir des Krone Victoria plus facilement, parce que l'homologation est aussi plus facile. Et là j'en ai trouvé une en Allemagne. Il y en avait plusieurs sur ce site et sur ce vendeur. Et j'ai décidé de le contacter vraiment comme ça, un petit peu par hasard. Je lui ai dit voilà, je cherche une Krone Victoria. En tout cas tout de suite j'avais l'argent en poche, c'était ce qui était le plus important, c'est que j'avais l'argent, la possibilité de l'acheter, et je lui envoyais pas un message pour rien du tout, quoi. C'était vraiment clair et net dans ma tête. Ce qu'il faut savoir quand vous achetez une voiture comme ça, c'est qu'il faut que ce soit vraiment clair, soit pour un projet comme Paris Interceptor, soit vraiment parce que vous y tenez vraiment et toute votre vie vous l'avez voulu et que c'est vraiment un projet que vous voulez aboutir absolument. Donc moi c'était ce cas-là. Une fois qu'il me contacte, il me dit bah écoute, il n'y a pas de souci, les photos que j'ai mises sur mon site c'est de l'illustration, mais moi je les achète au fur et à mesure aux États-Unis. Je suis en cheville avec un commissariat en Floride et il peut en avoir une, voilà. Je dis ok, bah écoute, c'est parti, comment on procède? Il me dit bah tu peux m'envoyer un acompte, etc. Bon, je voyais que ça passait bien avec le vendeur, donc je lui ai envoyé la totalité de la somme. Et là, c'est là où commencent les problèmes dans l'importation d'un véhicule. C'est là où je voulais en venir et pourquoi je voulais faire une vidéo. C'est pour expliquer tout ça, puisqu'aujourd'hui, je vois beaucoup de jeunes arriver sur mon compte Instagram me demander comment on fait, si c'est compliqué, etc. Déjà, on passe par une zone de stress, puisqu'on paye quelqu'un qu'on ne connaît pas, à l'étranger, qui paye lui-même une voiture aux États-Unis qu'il n'a jamais vue. Il l'a fait monter sur un bateau et elle doit traverser l'Atlantique pendant 2 mois. Mais là pour le coup ça s'est bien passé, il me contacte, il me dit ça y est, j'ai reçu la Krone, je l'ai nettoyée, elle est nickel, c'est parti, tu peux venir la chercher. Donc là il y a une solution, enfin on se dit bon c'est bien, la voiture est arrivée en Europe, maintenant comment je vais la chercher? Donc si vous la faites venir directement en France, elle arrive au Havre. Si vous la faites venir en Allemagne, elle arrive en Allemagne. Donc là, il faut se déplacer soit au Havre, soit en Allemagne. Donc en fonction de là où vous habitez, ça peut être compliqué. Donc là, je pars en Allemagne avec l'idée en tête de la ramener sain et sauf. L'histoire que je vous parle, c'est ma première Krone Victoria. Cette Krone Victoria, je vais la chercher. Et là, je me suis dit, mais comment on la ramène en fait? Parce que les plaques, elles sont allemandes. Est-ce qu'on a le droit de rouler en France avec des plaques allemandes? Est-ce qu'il y a une possibilité de faire des plaques provisoires, etc. Alors ce qu'il faut savoir, et il y a des vidéos qui l'expliquent mieux que moi sur internet, mais il faut des plaques provisoires allemandes. Donc il faut aller acheter, faut récupérer des plaques de transport qui sont valables 1 mois, qu'on achète directement en Allemagne, qu'on pose sur la voiture pour ramener la voiture. Voilà. Donc là c'est parti pour la road trip à 2 voitures.
On arrive en Allemagne, je rencontre Daniel, qui est un Allemand super sympa, qui a plusieurs voitures de police. Bon, maintenant, il est un petit peu arrêté. Et je la récupère, super content. En plus, je suis avec un pote, on fait le road trip ensemble. Et là, on fait 20, 25 km, 30 km. Et là, je tombe en panne. Voilà, je tombe en panne d'une durite de chauffage. Qu'est-ce qui a été le plus dur dans ce périple? C'est tous les petits, en fait, les petites merdes qui arrivent de l'avancée de l'aventure, quoi. Et là, je tombe en panne sur une autoroute allemande. Comme vous savez, les autoroutes allemandes, ça roule très fort. Je suis sur une bande d'arrêt d'urgence, voyant moteur rouge, de la flotte partout sur le moteur, etc. Donc là, je me dis, ça y est, c'est mort. Qu'est-ce qu'on peut faire, quoi? Elle n'est pas assurée pour avoir un remorquage jusqu'en France. Elle est assurée, elle est assurée pour un véhicule normal, quoi. Donc je décide d'appeler le vendeur qui très gentiment vient me dépanner, vient réparer la voiture, me remet de l'eau et c'est reparti. Je fais 800 km en serrant les fesses, évidemment. Mais on arrive nickel, sain et sauf. Et là maintenant, bon, je suis content, j'ai une Crown Victoria noire et blanche, donc il faut penser à l'homologuer. Je roule un petit peu avec déjà pour m'y faire. Donc j'ai le droit de rouler un mois avec les IMAT, donc j'en profite, hein, je la roule tous les jours, je suis content comme tout. Et un soir, je rentre d'un tournage aussi avec mon ami Emilien. Pareil, très content, mais un temps de merde. Il pleuvait à torrent, un orage horrible, on voyait rien. On était en plein mois de juin, juillet je crois il me semble, et il faisait extrêmement chaud. Et là on a d'un coup de la pluie, donc on appelle ça du verglas d'été en fin de compte. Le sol était extrêmement glissant. Je pense que vous connaissez la suite si vous avez un peu checké mon Insta. La voiture perte de contrôle, un aquaplaning, et j'ai tapé 2 rambardes en béton. Donc la voiture complètement épave, châssis plié, la totale. Comme le véhicule était en plaque provisoire, évidemment, on peut pas, c'est difficile d'avoir des assurances tout risque. Donc c'est reparti à zéro, je récupère la voiture, je la démantèle entièrement avec un copain Ronan. On retire les ailes, les portes, l'intérieur, les sièges, la totalité de la voiture et je mets ça en vente. J'arrive à récupérer un peu de sous et je me suis dit, bon, faut pas rester sur un échec dans la vie, c'est comme tomber à cheval, faut tout de suite remonter. Et je décide de racheter une deuxième Crown. Donc c'est celle-ci, celle qu'on voit derrière. Alors celle-ci elle est de Pembroke Pines en Floride. Aussi, mon ancienne était de Miami Beach, donc elles sont vraiment cousines, elles sont peut-être même déjà croisées dans les rues. Et celle-ci, exactement le même procédé, même vendeur. En plus, il me fait un prix, il me fait vraiment un prix d'amis parce qu'il savait que voilà, c'était compliqué pour moi, j'ai cassé une Crown, etc. Donc je vais la chercher, pas de panne, on rentre sain et sauf. En plus, on s'est accordé une petite pause durant le road trip. Je l'ai pas fait d'une traite. C'était l'erreur que j'avais fait la première fois, j'avais fait 27 heures de route, donc surtout ne faites pas ça. Et là, bon c'est parti, la Crown elle est à moi, je commence tout de suite les procédures d'homologation. Et là on arrive au point homologation, donc je vais pas vous expliquer entièrement quel est le processus de l'homologation. Là ici je vous parle vraiment de mon expérience et de ce que j'ai ressenti avec cette voiture. Et ça va rentrer aussi dans le processus des questions après, mais c'est compliqué. Il n'y a rien à dire d'autre, c'est très compliqué d'avoir ce genre de voiture. Il y a plusieurs rendez-vous à avoir. Comme on le sait, on vit avec un gouvernement et une façon de faire qui est forcément très longue. On a des procédés très longs, donc il faut passer à l'Adréal. À l'Adréal, ça dure plusieurs mois parce qu'il faut avoir le rendez-vous. Une fois qu'on a le rendez-vous, ils nous disent les modifications qu'il faut faire au véhicule. Donc les clignotants orange à l'arrière, l'anti-brouillard, plusieurs choses comme ça. Retirer le matériel et ainsi de suite. Une fois que ce véhicule-là, ils nous disent bon bah c'est bon, vous pouvez l'envoyer à l'UTAC. Donc l'UTAC c'est autre chose, c'est un organisme privé. Il faut l'envoyer dans un organisme privé en région parisienne. Donc en fait c'est les seuls agréés en France à pouvoir passer des véhicules qui sont étrangers et qui ne sont pas vendus dans l'Union Européenne. Donc c'est le cas de la Crown. Et ce qu'il faut savoir, c'est que là, pour avoir un rendez-vous avec l'UTAC, c'est très compliqué, c'est un mois. Déjà, c'est un mois de délai. Et pour avoir le rendez-vous, il faut payer 1 250 €. Tout de suite. Voilà. Tu mets ta carte bleue sur un site internet, tu payes 1 250 balles. Et là, après, ils te disent, bah, vous allez sûrement avoir une date dans les jours à venir. Très bien. Donc là,
on rentre dans l'aspect vraiment très chiant de cette voiture, c'est tout l'aspect administratif. Il faut se déplacer à l'UTAC et il faut faire les essais. Donc, il y a plusieurs essais sur cette voiture, il y a les tests de freinage, les tests de rétrovision, les tests alors il me semble de bruit, il y a différentes panels de tests à réaliser. Donc on laisse sa voiture à une personne chargée d'effectuer les tests. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'entrée, on signe un papier comme quoi il se défalque de toute responsabilité s'il y a un accident sur un circuit. Bon voilà, déjà ça met tout de suite dans le contexte. Et là la voiture revient de l'UTAC et ils me disent bon bah monsieur, la voiture passe pas. Bon d'accord, elle a un problème de frein. Ça arrive, je dis c'est pas grave, comment ça se passe la contre-visite? Et bah malheureusement la contre-visite c'est 350 €. Donc rebelote, on change les freins, on y retourne. Et là ça ne va toujours pas. Il y a un problème au niveau du frein de parc de la voiture, il faut changer encore plus de pièces et retourner à l'UTAC et repayer 350 €. Donc on y retourne, on y retourne, on y retourne et en plus il faut payer l'autoroute et ainsi de suite. Donc c'est là où mon expérience elle est un peu entachée et je pense qu'on est plusieurs propriétaires de voitures américaines dans ce cas-là. C'est qu'en fin de compte il faut payer tout le temps et on a tout le temps des bâtons dans les roues, ça va pas, mais ouais mais le véhicule il est pas bon, il est pas bien, il y a un problème de frein, il y a un problème de ci, de cela. Donc bon, on arrive à la fin quand même de tout ça hein, et on arrive après au processus de carte grise. Toute cette procédure administrative en tout cas elle dure à peu près 1 an quand même, sachant qu'après il y a la réception de la carte grise et ainsi de suite. Donc la carte grise elle coûte dans les 600 €, 630 € à peu près, en fonction du département. Et là, il faut des papiers administratifs, un quitus fiscal que tu obtiens au centre des impôts et ainsi de suite. Donc voilà, là je vous explique vraiment globalement que avoir un véhicule américain, c'est vraiment pas simple. Forcément, ça demande beaucoup de sacrifices, beaucoup d'argent. Et on ne peut pas acheter ça sur un simple coup de tête. Aujourd'hui, la voiture, si elle n'est pas homologuée, vous ne pouvez rien y faire, vous ne pouvez pas rouler avec. Et c'est assez compliqué. Hormis ça, une fois que vous l'avez et qu'elle est homologuée, c'est un bonheur. Vous pouvez rouler, la police peut vous arrêter, il n'y a aucun problème, les papiers sont en règle, etc. On me demande aussi beaucoup si l'équipement qu'il y a sur la voiture est légal. Alors oui et non. C'est-à-dire que pour la partie sérigraphie, shérif, etc., il n'y a pas de souci. En France, on sait que c'est la police nationale, la gendarmerie, police rurale, etc., ou police municipale. Donc il n'y a pas de problème sur la sérigraphie shérif. À propos par contre de la rampe et du push bar, là ça devient un petit peu compliqué, c'est-à-dire que la rampe lumineuse, bon moi elle est translucide, donc il y a une sorte de tolérance, mais c'est vrai que c'est complètement prohibé d'avoir un signal lumineux identique à la police sur le toit. Et le push bar c'est pareil, c'est complètement interdit d'avoir un pare-buffle qui dépasse le capot. Voilà, ça c'est pour la partie clairement équipement. Tout l'équipement que j'ai acheté, donc je l'ai trouvé sur internet, sur eBay, les groupes Facebook américains, les groupes Facebook québécois, et ainsi de suite. On s'équipe au fur et à mesure. Il faut savoir aussi que les voitures arrivent souvent dans des états un petit peu pitoyables, donc il faut les emmener en carrosserie. Souvent, il faut refaire une peinture. Moi, ça a été le cas, j'ai refait une peinture complète. Il y a une pose de stickers, et ainsi de suite. Donc tout ce processus-là aussi coûte de l'argent. Et ça permet après ensuite d'atteindre son rêve ultime, c'est de conduire une voiture de police en France, ce qui est pas chose non plus très aisée, comme vous pouvez un petit peu le voir ici, de façon un petit peu globale. Moi j'ai pas envie de rentrer dans les détails là-dessus, ni argent, etc. Aujourd'hui, vous pouvez trouver des vidéos sur internet qui parlent de l'homologation, c'est vraiment très simple, vous suivez ça à la lettre. Les organismes ensuite vont vraiment vous diriger, l'Adréal notamment vont vous dire qu'est-ce qu'il faut modifier, où est-ce qu'il faut aller, l'UTAC va vous dire aussi après ce qu'il faut modifier, ainsi de suite. Donc bon, c'est quand même quadrillé, hein, je veux dire, c'est pas infaisable, mais c'est pas facile. C'est-à-dire que on n'endort pas la nuit, on a beaucoup de stress vis-à-vis de ça, parce qu'on se dit est-ce que j'ai pas mis de l'argent dans quelque chose qui pourra jamais réellement rouler légalement. C'est des questions qu'on peut se poser. Donc voilà, il faut vraiment en avoir une utilité, se dire bah avec ça je vais pouvoir me balader, je vais pouvoir faire peut-être des vidéos, voilà, la louer pour des clips, ce genre de choses, même si je ne conseille pas vraiment cet univers. Enfin, en tout cas, il faut vraiment les louer à des gens qui sont en confiance. Et voilà, ça peut rentrer dans un aspect business, mais avant tout c'est la passion. Si vous n'avez pas la passion, vous n'arriverez jamais au bout d'une homologation d'une voiture américaine, quelle qu'elle soit.
et surtout une voiture de 2006 qui a fait des interventions de police, quoi. Ça c'est sûr et certain. Donc je vais passer maintenant au côté questions, puisqu'il y a pas mal de gens qui m'en ont posé. Alors la première question, c'est sur quel site tu l'as acheté? Alors j'y ai répondu en introduction. La première Krone et la deuxième Krone, je les ai achetées sur mobile.de, donc c'est un site allemand. En tout cas, c'est là où j'ai découvert le vendeur qui lui achetait des voitures aux États-Unis, etc. et qui avait les contacts. Donc lui, il vit en partie à Miami, etc. Enfin, c'est assez compliqué. Mais c'est là-dessus que je l'ai rencontré, et après c'est en discussion par mail, etc. Je ne l'ai pas proprement acheté sur le site, quoi. Ça m'a donné le contact. Alors la deuxième question, c'est est-ce qu'il faut faire une plaque constructeur sur les Krone Vic et combien est le certificat de conformité chez Ford? Une plaque constructeur, en effet, alors il y a une plaque qui est en autocollant sur la Krone Victoria, mais je pense que tu parles de la plaque, les chiffres du numéro de série qui sont frappés normalement sur le châssis. En effet, sur une Krone Victoria, il n'y a pas de numéro de châssis qui sont frappés. Donc il faut le faire frapper par un garagiste. Voilà, il me semble qu'il faut un garagiste parce qu'il faut une facture. Et combien coûte le certificat de conformité chez Ford? Il coûte 170 € et ça prend 2 ou 3 semaines pour le recevoir. Encore un mois. C'est pour ça que ça prend 12 mois en fin de compte. Quelle est la chose la plus difficile à avoir ou à faire à propos de la Krone Victoria? Alors la chose la plus difficile à avoir, c'est l'homologation. C'est la fameuse carte grise française. En fin de compte, la DREAL, donc le service qui s'occupe de la validation des clignotants, tout l'aspect en fin de compte visuel du véhicule, c'est assez simple. En fin de compte, faut pas être débile pour savoir qu'il faut des clignotants orange, ce genre de choses. Mais par contre, l'UTAC, c'est pas la même histoire. C'est-à-dire qu'il faut quand même se déplacer assez loin. Il n'y a que UTAC Montlhéry en région parisienne. Et il y a un centre dans le sud de la France. Donc forcément, si vous habitez en Bretagne, ça commence à faire un peu de route pour y aller. Les rendez-vous, c'est assez compliqué à avoir, et en plus sur des tranches horaires pareil, qui sont pas toujours très simples, quoi. C'est-à-dire quand on a un boulot par exemple, c'est assez compliqué de s'y rendre. Voilà, et puis après il y a d'autres histoires, je rentrerai pas forcément dedans, puisque moi j'ai signé une clause de confidentialité avec l'UTAC par rapport aux essais qu'il y a eu sur ma voiture. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vraiment compliqué. Vraiment, si vous pouvez prendre le plus de précautions possible, faites l'homologation par un professionnel. Malheureusement, ça vous coûtera beaucoup plus cher que si vous le faites vous-même, mais honnêtement, ça sauvegarde des nuits de sommeil. Ta plus grosse peur avec la Krone? Je pense que ma plus grosse peur, c'est mon accident, tout simplement. L'accident avec la première Krone. Depuis, je fais vraiment très attention avec la propulsion de la voiture. Ce qu'il faut savoir, c'est que les aides là-dessus sont vraiment au minimum. Il n'y a pas de réglage, c'est un vieux véhicule, un vieux châssis, assez compliqué à conduire. Et on peut vite déraper et prendre un muret comme moi. Et là, forcément, le rêve s'écroule un petit peu, en tout cas pendant un moment. Si vous arrivez à rebondir, tant mieux, et au final, vous êtes encore plus heureux parce que vous avez une meilleure voiture. C'est ce qui m'est arrivé. Parce que bon, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, la première Krone, elle est tombée en panne en Allemagne, j'ai eu un accident avec. Enfin, ça commence à faire beaucoup pour une seule et même voiture. On a un peu l'impression qu'elle a envie de nous tuer, quoi. Donc pour moi, les Krones noires et blanches, c'est plus pour moi, c'est no way. Alors, comment est la communauté des Krone Victoria? Alors, comment est la communauté des Krone Victoria? Elle est assez large, mine de rien. En France, il y a quand même plusieurs Krone Victoria. Alors, je sais pas exactement le chiffre, mais je pense qu'il y en a plus de 50. Hein. Elle est plutôt cordiale, on s'entend plutôt tous bien. En tout cas, on discute à peu près tous ensemble. Il y a des groupes, qui centralisent un peu tout ça. Surtout des groupes européens, groupes allemands, groupes anglais, où forcément les voitures police, il y en a vraiment beaucoup plus que chez nous, puisque l'homologation, c'est vraiment un claquement de doigts. Voilà, c'est relativement simple de discuter avec tout le monde, et en tout cas d'avoir de l'aide. Ça se passe plutôt bien. Toute la partie homologation, c'est un peu plus compliqué, c'est un peu démerde-toi. On en a tous un peu un mauvais souvenir, je pense, et c'est aussi pour ça qu'on n'a pas envie de trop d'aider les autres. C'est vrai que c'est un petit peu égoïste de la part de tout le monde, mais c'est juste qu'on en a un peu ras le cul, quoi. Tout le monde nous demande, tout le monde nous envoie des messages pour savoir comment faire, alors que la procédure elle est quand même ultra compliquée, et on a un peu envie de dire ouais, on se souvient pas de tout, de tous les détails, donc démerdez-vous.
On m'a posé la question de où est-ce que j'achète le matériel pour la Crown Victoria. Donc j'ai un petit peu répondu à ça aussi dans la vidéo. Donc eBay, les groupes Facebook, les connaissances et ainsi de suite. Voilà. Donc une autre question, c'est la Crown Victoria est une réformée de la police aux US? Oui, bien sûr. En fait, comme toutes les polices intercepteurs, la plupart du temps, c'est des réformés. Donc c'est soit des voitures en civil, soit des voitures sérigraphiées. Moi, la mienne, c'était une voiture sérigraphiée. Vous pouvez taper sur internet Pembroke Pines Police Department et vous trouverez la sérigraphie qu'il y avait avant, et ça ressemble un peu à la police municipale. D'où est venue l'idée de faire une coloris sur la Crown, enfin cette coloris là, et pourquoi pas une autre? Déjà, c'est une question d'originalité. Je voulais pas une Crown Victoria noire et blanche. Je voulais que ce soit légal, donc shérif c'est légal. Il y a ce petit côté qui est fun, donc je trouvais que ça passe bien. La sérigraphie va vraiment bien avec la voiture parce qu'elle fait tout le long. Donc je trouvais ça cool. Et puis comme je suis graphiste, de base j'ai une formation de graphiste, j'ai pu le faire moi-même et m'éclater à la reproduire. Sachant que c'est une vraie sérigraphie qui a existé. Combien monte le coût de l'entretien à l'année ou par mois d'une Crown Victoria? Alors par mois c'est vraiment en fonction de comment vous roulez, parce que les pleins, si vous roulez que à l'essence, ça devient compliqué. Bon, moi je roule à l'éthanol, donc ça se passe plutôt bien. Une vidange va vous coûter en moyenne une centaine d'euros, un plein une quarantaine d'euros. Ce qu'il faut savoir, c'est que les pièces c'est pas non plus très cher. Vous pouvez aller sur un site qui s'appelle Rock Auto et vous trouverez toutes vos pièces pour la Crown Victoria à moindre coût. C'est une sorte d'autodoc ou d'Oscaro américain, et puis ils livrent en France dans à peu près une semaine ou 2 semaines, donc c'est quand même bonheur, quoi. Alors combien de kilomètres la Crown Victoria? Alors elle a 248 000 km. Donc ça peut paraître beaucoup, mais en fait aux États-Unis ils les réforment à partir de 200 000. Bon, des fois on a un peu plus de chance, surtout en ce moment où ils changent les modèles, ils prennent des Ford Explorer à la pelle en ce moment, donc ils dégagent à peu près toutes les Crowns. Il y a certaines Crowns qui ont vraiment pas beaucoup de kilomètres, donc c'est assez cool, mais par contre ça coûte cher. Les Américains aiment bien se garder les voitures qui n'ont pas beaucoup de kilomètres. Mais aux États-Unis, c'est très courant d'acheter des voitures qui ont plus de 200 000. C'est vraiment une base. C'est tellement un pays qui est grand qu'ils font énormément de kilomètres. Est-ce que tout est d'origine sur la Crown Victoria? Évidemment, tout est d'origine. L'équipement qu'il y a dessus, c'est de l'équipement pour les Crown Victoria. Donc il n'y a vraiment pas de modification. À part la gestion E85 pour rouler à l'éthanol, tout est d'origine. Alors là, cette question elle est intéressante. Tu as dépensé à peu près combien dans la Crown Victoria en tout, équipement, homologation, etc. Alors honnêtement, je compte pas vraiment, mais je pense plus de 5 000 euros. Honnêtement, plus de 5 000 euros. Sans compter le prix de la voiture. Juste le prix, équipement, homologation, etc. Ça monte malheureusement très vite. Mais c'est l'homologation qui coûte le plus cher, hein, pas l'équipement. Cette question elle m'a fait rire parce que as-tu hésité entre plusieurs Crowns avant de choisir celle-ci? Ouais, du coup j'avais hésité entre celle-ci et une noire et blanche. Malheureusement j'ai pris une noire et blanche qui a fini dans un mur. Donc je pense que notre destin était lié. Il me fallait celle-ci, et celle-ci elle me rend vraiment heureux. Mon ancienne était une 2005, donc ancien compteur, ancien calculateur, etc. Celle-ci c'est une 2006 et c'est vraiment parfait. As-tu une autre idée de sérigraphie? Alors oui, je pense que c'est la sérigraphie de la ville de Flagstaff, donc Flagstaff Police Department. Vous pouvez regarder si vous avez envie. Le push bar est fixé comment? Alors il est fixé en fait directement sur les points de châssis, on peut voir les fixations ici. Donc c'est directement pris là où il y a la barre de traverse. Donc en fait c'est directement dans le prolongement du châssis, donc quand on tape ça tape vraiment dur. Bon bah merci d'avoir regardé cette vidéo, elle est un petit peu longue mais je pense que c'est intéressant aussi d'en savoir plus et vraiment de centraliser ça. Parce que je reçois tout le temps, absolument tout le temps les mêmes questions. Donc là au moins vous n'avez plus qu'à aller regarder cette vidéo si vous avez plus de questions. Alors je suis pas rentré vraiment dans les détails de l'homologation vraiment à son paroxysme, mais je voulais que ce soit simple à regarder, vraiment mon ressenti que j'ai eu. Aujourd'hui, mis à part tout ça, l'homologation derrière moi, au final je suis super fier de l'avoir. En fait l'homologation ça permet d'avoir une fierté de soi, de se dire on est allé jusqu'au bout. On a subi les galères, mais aujourd'hui démarrer le V8 et prendre du plaisir à son volant, croiser la police et qu'ils aient le sourire aux lèvres, et même tout le monde, hein, cette voiture là elle parle à tout le monde, les jeunes, les vieux, les hommes, les femmes, c'est vraiment génial.
Donc je suis vraiment content et je vous remercie de me suivre. Vous êtes vraiment de plus en plus nombreux, vraiment grâce aussi à Alex. Moi je demande rien, vous n'allez surtout pas avoir de chaîne YouTube, etc. Moi je vous partage mon kiff, c'est cette voiture et souvent les Mercedes aussi. Le principe c'est celui-là, c'est de vous faire partager le quotidien d'une personne qui a une voiture de police américaine en France. Et j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram, à l'Instagram d'Emilien qui s'affiche là, et surtout de Mice Clipmaker qui réalise la vidéo. Donc voilà, salut, peace.